Grandissant à Bordeaux, j'étais entourée de vieilles fortunes et d'attentes encore plus anciennes. Mais je n'ai jamais vraiment correspondu au moule dans lequel mes parents essayaient de me couler. Mon grand-père, Charles, était différent. Il voyait le monde à travers les couleurs et les formes comme moi. Et il me glissait des carnets de croquis quand mes parents ne regardaient pas, me murmurant de dessiner ce que je ressentais et non ce qu'ils voulaient. Il était mon ancêtre, ma preuve que je n'étais pas invisible. Mais quand sa santé a décliné, je lui ai promis que je serais présente pour la lecture du testament, peu importe à quel point cela ferait mal de retourner vers une famille qui m'avait exclue des années auparavant. L'étude notariale sentait le chêne poli et les secrets. Le genre d'endroit où les promesses s'enterrent sous la paperasse. Je me suis assise en face de mes parents, Philippe et Elisabeth Lefebvre, dans une salle de conférence qui semblait trop petite pour la tension qui étouffait l'air. Mon père, tout en costume cintré et regard sévère des Lefebvre, était assis les bras croisés comme s'il défiait la salle de le contester. Ma mère, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière, ajustait son foulard avec la précision de quelqu'un qui n'avait jamais connu de véritable désordre. Ma sœur, Justine, était là aussi, dans un blazer sur mesure qui criait le chic des influenceuses, ses lèvres courbées en un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Il pensait qu'ils avaient déjà gagné. Je pouvais le sentir. Maître Françoise Marchand, la notaire de grand-père Charles depuis plus de 30 ans, s'est raclé la gorge, ses mains stables alors qu'elle ouvrait un dossier en cuir. Elle a déclaré que nous étions là pour honorer les dernières volontés de Charles, sa voix calme mais ferme, comme si elle avait déjà vu des familles comme la mienne se déchirer auparavant. Elle m'a regardé une fraction de seconde avant de lire. À Justine Lefebvre, il laisse la villa du Cap Ferret et sa Fender Stratocaster de 1960. Le sourire de Justine s'est figé, ses doigts se crispant sur son téléphone. Elle s'attendait à plus. À Philippe et Elisabeth Lefebvre, la pendule ancienne, une collection de vinyles de jazz, et un don de 15 000 € en leur nom à la Société historique de Bordeaux. Ma mère a laissé échapper un son, entre le ricanement et l'étouffement. Elle a lâché que c'était absurde, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Mon père s'est penché en avant, la mâchoire serrée, affirmant qu'il y avait une erreur. Françoise n'a pas scié. Elle a tourné la page, la voix assurée. À Camille Lefebvre, ma petite fille, mon cœur, je laisse l'intégralité de mon patrimoine financier, s'élevant à 38 246 000 €. La pièce est devenue silencieuse comme si quelqu'un avait aspiré l'air. Le téléphone de Justine a glissé de sa main, claquant sur la table. Ma mère s'est levée, le visage rouge, la voix tremblante. Elle a dit que je devais m'éloigner d'eux et que je ne méritais pas un centime. Mon père n'a pas attendu que Françoise réponde. Il s'est jeté à travers la table, arrachant le chèque qu'elle venait de me tendre. Il a grogné en demandant si je pensais que cela me rachetait, tout en sortant un briquet de sa poche. La flamme a saisi le bord du papier, et il s'est recroquevillé en cendres, les chiffres noircissant alors qu'il brûlait. Ma mère a saisi l'enveloppe de mes mains, la déchirant jusqu'à ce que les morceaux voltigent comme des confettis. Elle a sifflé que c'était ce que la trahison rapportait. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri, un petit sourire assuré qui me servait d'armure, parce que ce qu'il brûlait n'était pas ce qu'il croyait. Cachée à l'intérieur de mon manteau se trouvait une autre enveloppe, celle que grand-père Charles m'avait donnée dans une brasserie tranquille de Bordeaux quelques semaines avant de s'éteindre. Il m'avait dit de garder cela précieusement, ses yeux vifs malgré ses mains fragiles, ajoutant qu'ils essaieraient de me le prendre et qu'il fallait les laisser croire qu'ils y étaient parvenus. Et ils l'avaient fait. J'avais 20 ans quand mes parents avaient tracé une ligne. Je venais de leur dire que je refusais une place complète dans l'école de droit de mon père au profit d'une école plus petite à Nantes. Pour moi, c'était la liberté, poursuivre une vie où je pouvais créer au lieu de plaider. Pour mon père, c'était une rébellion. Il avait hurlé que je gâchais mon avenir pour un passe-temps, sa voix résonnant dans notre hôtel particulier bordelais. Ma mère n'avait pas crié. Elle s'était juste tenue derrière lui, les lèvres si serrées qu'elles disparaissaient, son silence plus bruyant que ses mots. Il avait ajouté que si je passais cette porte, je ne devais pas m'attendre à revenir. Je suis partie. 3 semaines plus tard, je suis revenue pour un dîner de famille, espérant jeter un pont. Au lieu de cela,
j'ai trouvé ma chambre vidée, mon chevalet, mes livres, les petits mots que grand-père Charles cachait dans mes carnets de croquis, tout avait disparu. À leur place se trouvait une banquette rigide, un faux magnolia en pot et une photo encadrée d'un paysage landais que je n'avais jamais vu. La plaque sur la porte indiquait désormais suite d'invités. Justine m'a croisé dans le couloir, son rire cinglant, me disant de ne pas faire de scène et que je n'en avais de toute façon pas besoin. Le rejet n'a pas été soudain. C'était une hémorragie lente. D'abord, ils ont arrêté d'appeler. Mon anniversaire est passé sans une carte. Ensuite, les virements pour le loyer qu'ils avaient promis pour mon appartement ont cessé. Quand j'ai appelé, la voix de ma mère était de glace. Elle m'a dit que je voulais être autonome et que maintenant je l'étais. J'aurais tout perdu si grand-père Charles n'était pas intervenu. 2 jours après mon avis d'expulsion, un virement est arrivé sur mon compte, exact, sans question, juste assez pour me maintenir à flot. Avec cela sont venues ces lettres écrites de son écriture soignée et penchée. Il écrivait que je n'étais pas faible de lutter mais forte de tenir debout. Il ne m'a jamais jugée pour être partie. Il ne m'a jamais demandé de ramper. Il m'a juste vue. La dernière lettre est arrivée 1 mois avant son décès, pliée dans mon portefeuille comme un talisman. Il écrivait que la survie était ma première victoire. J'ai porté ces mots à travers chaque rejet. Candidature d'emploi, réunion de famille, les nuits calmes où je me demandais si j'avais fait une erreur. Je les portais encore, même alors que les cendres de ce faux chèque se déposaient sur la table de conférence, ma main effleurant la véritable enveloppe dans mon manteau. Ma famille pensait m'avoir effacé. Ils ne savaient pas que je construisais mes propres fondations depuis tout ce temps. De retour dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte et retiré mes chaussures, mes jambes tremblantes d'avoir tenu bon trop longtemps. L'enveloppe que grand-père Charles m'avait donnée était toujours dans mon manteau, son poids plus lourd que ce que le papier devrait être. Il me l'avait remise dans un box sombre d'un restaurant bordelais, enveloppé dans une serviette en lin comme si c'était sacré. Il m'avait dit de ne pas l'ouvrir à moins qu'il ne brûle l'autre, sa voix basse mais stable. Et c'est ce qu'ils avaient fait. J'ai brisé le seau de cire, mes doigts prudents comme si je déballais un souvenir. À l'intérieur se trouvait un chèque presque identique à celui que mon père avait brûlé. Même montant, même signature, mais marqué à l'encre rouge comme étant une copie non négociable. Scotché au dos se trouvait une petite clé USB et une note avec l'écriture carrée de grand-père. Il disait de les laisser brûler le papier, puis d'ouvrir le vrai fichier. J'ai branché la clé sur mon ordinateur. Pas de mot de passe, pas de délai, juste un dossier nommé héritage. À l'intérieur se trouvait un PDF, un formulaire de transfert de fiducie signé, certifié et déposé par un cabinet que je ne connaissais pas. Le numéro de compte se terminait par des chiffres que j'avais mémorisés enfant, la date de naissance de Charles à l'envers. Les fonds étaient réels, transférés il y a des semaines. Le chèque qu'ils avaient brûlé était un accessoire, un piège, disait grand-père. Sachant qu'ils montreraient leur vrai visage, je me suis adossée à mon siège. Le calme de mon appartement m'enveloppait comme une couverture. Ce n'était plus à propos de leur trahison. C'était à propos de la confiance de grand-père en moi. Son plan pour déjouer leur cupidité. Il avait prévu leur mouvement avant qu'ils ne les fassent, et maintenant je le ferai aussi. Le lendemain matin, j'ai essayé de consulter mon compte bancaire, plus par habitude que par inquiétude. L'écran a vacillé, puis a affiché une erreur indiquant compte non trouvé. J'ai essayé une autre carte, refusée. Mon pouce est accéléré, mais je me suis dit que c'était un bug. Peut-être un blocage pour fraude suite au chaos de la lecture du testament. Quand j'ai appelé la banque, la voix du conseiller était prudente. Il a dit que mes comptes étaient marqués comme inactifs et que j'étais déclaré décédé par le registre de la mairie depuis 2 semaines. Ma gorge s'est serrée. J'ai dit que c'était impossible. Il a marqué une pause en s'excusant et en ajoutant que je devais déposer une demande de correction. J'ai raccroché, les mains froides. À la mairie, l'employé l'a confirmé, ses yeux doux de pitié. Elle a dit que j'étais signalée comme décédée, Camille Lefebvre, avec un certificat de décès déposé. Cela pourrait prendre des mois pour corriger. Je suis sortie dans l'humidité bordelaise, le monde me semblant instable, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. De l'autre côté de la rue,
je l'ai vue, une femme à moitié cachée sous un chêne, ses lunettes de soleil trop grandes pour le ciel nuageux. Elle portait un foulard bleu pâle, celui que ma mère jurait avoir perdu il y a des années. Elle n'a pas bougé, elle a juste regardé, son immobilité était troublante. Je me suis fondue dans la foule, marchant rapidement mais sans courir, le cœur battant. Quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière, elle avait disparu. De retour chez moi, j'ai étalé les vieilles lettres de grand-père sur ma table, leurs mots agissant comme des encres. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Ils essayaient de m'effacer légalement, discrètement, complètement. Et quelqu'un s'assurait que je le ressente. La clé en laiton vivait dans ma table de chevet depuis des années, enveloppée dans un mouchoir délavé que grand-père Charles m'avait donné pour mes 18 ans. Il m'avait dit que c'était pour le moment où je serais prête à revendiquer ma place, ses yeux pétillants comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Ce jour était arrivé. La société de coffres privés Langford se trouvait dans le quartier historique de Bordeaux, une porte simple coincée entre un café artisanal et un antiquaire poussiéreux. L'employé a pris la clé, a vérifié son registre et m'a conduite dans une pièce froide et étroite tapissée de boîtes métalliques. Elle m'a indiqué le coffre 17, l'ouvrant avant de me laisser seule. À l'intérieur se trouvait un dossier noir ignifugé, sa surface fraîche sous mes doigts. Je l'ai ouvert pour trouver un chèque de banque certifié de 138 millions d'euros, réel, avec le sceau de la banque pressé dans le papier. Ensuite se trouvaient les titres de propriété des biens de Charles à Bordeaux. Chaque hectare a mon nom et des certificats d'action pour Coastal Holdings m'accordant le plein contrôle. Cachée dans une pochette en velours se trouvait une autre clé USB. À la maison, j'ai lancé le fichier. Le visage de grand-père est apparu, assis dans son bureau ensoleillé. Sa voix était stable malgré son âge. Il disait que si je regardais cela, c'est qu'ils avaient essayé de m'enterrer. Il ajoutait que j'avais toujours été la discrète, celle qui ressentait trop mais ne se brisait jamais. C'est pour cela qu'il me craignait. C'est pour cela qu'il m'avait choisi. Il s'est penché plus près, le regard vif, précisant que ce n'était pas seulement de l'argent mais mon héritage et que je devais le reconstruire. L'écran est devenu noir, et j'ai senti un feu s'allumer en moi. Grand-père ne m'avait pas seulement sauvé. Il m'avait armé. Une enveloppe simple était scotchée à la porte de mon appartement. Pas de timbre, juste une ligne en lettres soignées indiquant qu'il n'avait pas brûlé le vrai chèque et de regarder dans le coffre à 3 chez Langford de sécurité. Pas de signature, aucun indice sur qui l'avait laissé. Je me suis assise à ma table de cuisine, la fixant, l'esprit en ébullition. Grand-père avait mentionné une fois le coffre à 3 autour d'un café, en riant du lieu où les vrais trésors se cachent. J'ai pris la clé en laiton et j'ai conduit jusqu'au second coffre de Langford, un bâtiment anonyme près de la périphérie de Bordeaux. L'employé m'a conduite au coffre à 3, et à l'intérieur se trouvait une autre mallette ignifugée. Je l'ai ouverte pour trouver mon certificat de naissance original, Camille Lefebvre, sans aucune trace du nom de mon beau-père. Il y avait 12 lettres de grand-père écrites lors de moments clés. Mon acceptation en école d'art. Le renouvellement des vœux de mes parents. Le Noël que j'avais passé seul à dessiner et pour lequel je n'avais pas été invitée. Une ligne ressortait, répétée, disant qu'il ne pouvait pas m'effacer tant qu'il était là. En dessous se trouvait un testament daté après mon prétendu décès me nommant unique bénéficiaire de la succession et. Le document final était un titre de propriété de l'hôtel particulier familial à Bordeaux, mon nom embossé en lettres d'or. De retour chez moi, j'ai vérifié une adresse email de succession que grand-père avait créée, trouvant un message non lu. Il disait qu'il n'en avait pas après l'argent mais après la signature. En pièce jointe se trouvait un formulaire de transfert d'actifs non signé pour Coastal Holdings et un autre signé avec mon nom imité. Il vendait l'entreprise en utilisant mon statut de personne décédée comme échappatoire. Je me suis connecté au tableau de bord de l'entreprise auquel grand-père m'avait donné accès. Et c'était là. Transaction, réaffectation, tout était approuvé sous mon nom. Ils pensaient que j'étais partie. Ils avaient tort. Françoise Marchand n'a pas bronché quand je lui ai tendu la mallette. Elle a scanné les documents, ses yeux se rétrécissant. Elle a affirmé que nous allions les frapper fort, sa voix devenant purement professionnelle comme si elle avait démêlé des complots familiaux avant le petit déjeuner.
Nous avons déposé le recours en 48 heures et dès lundi, j'étais dans un tribunal bordelais qui sentait la cire pour bois et les vieilles disputes. Je portais un blazer noir, pas pour le deuil, mais pour la force. Mes parents sont arrivés avec un avocat élégant, son costume trop serré, son sourire trop facile. Justine suivait derrière, faisant défiler son téléphone, évitant mes yeux. La juge Clara Alt, connue pour trancher dans le vif, a appelé notre affaire. Françoise s'est levée, la voix claire, contestant l'exécution de la succession de Charles pour motif de faux, coercition et suppression d'identité. L'avocat adverse a ricané en disant que c'était une réécriture désespérée et que ses clients étaient les héritiers légitimes. Françoise a tapoté sa tablette et les lumières de la salle d'audience ont faibli. Le visage de grand-père a rempli l'écran. Il a déclaré que s'il voyait cela, c'est qu'ils avaient essayé d'effacer Camille. Il m'avait choisi comme seule héritière parce que j'avais enduré, parce que j'étais plus forte qu'il ne le saurait jamais. La salle est devenue silencieuse. Le téléphone de Justine a glissé sur ses genoux. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Mon père s'est agité, prêt à interrompre, mais la main de la juge Alt l'a arrêté. Elle a dit d'un ton d'acier que c'était assez, qu'ils n'avaient pas seulement trompé ce tribunal mais qu'ils avaient essayé d'effacer une personne. Elle s'est tournée vers moi et a déclaré que le tribunal reconnaissait Camille Lefèvre comme la seule héritière de la succession de Charles. Les actifs des défendeurs ont été gelés en attendant l'enquête. J'ai expiré, non pas soulagé, mais libéré d'un poids. Le combat n'était pas fini, mais la vérité était sortie. Justine m'a envoyé un SMS plus tard dans la journée, ses messages étaient tremblants. Elle me suppliait de lui parler, juste nous deux. J'ai accepté de la rencontrer dans un café de Bordeaux, neutre, sans souvenir rattaché. Elle était là quand je suis arrivée, remuant un café au lait qu'elle n'avait pas touché, les yeux rouges. Elle a juré qu'elle ne savait pas pour le certificat de décès, sa voix se brisant, affirmant qu'il lui avait dit que c'était juste de la paperasse et qu'elle avait signé ce que papa lui avait dit de signer. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran éteint, mais en enregistrant. Elle a continué en disant qu'elle ne voulait pas que cela aille aussi loin et qu'elle pensait qu'il protégeait la famille. J'ai demandé ce qu'il protégeait, ma voix restant stable. Elle a tressailli en répondant que c'était l'héritage, ajoutant qu'elle ne pensait pas que je me battrais car j'étais toujours partie auparavant. Elle n'avait pas tort. J'étais partie autrefois, mais pas cette fois. Elle a murmuré qu'elle était désolée, une larme tachant son mascara, avouant qu'elle avait peur qu'il l'exclût elle aussi. Je croyais qu'elle ressentait des regrets, mais cela ne changeait rien. Je me suis levée, j'ai empoché mon téléphone et je suis sortie, sa voix s'estompant derrière moi. L'air de Bordeaux sentait le sel et la pluie prochaine, et j'ai serré mon manteau. Sans regarder en arrière, les marches du tribunal étaient calmes le lendemain, juste le bruit de mes bottes sur la pierre. Dans ma main se trouvait le titre de propriété de la succession de grand-père. Mon nom était écrit en gras sous le sceau de la préfecture. Je me suis arrêtée en bas, j'ai pris une photo du document et j'ai écrit une légende disant qu'ils avaient essayé de brûler mon nom mais que j'avais reconstruit les fondations. Pas de fanfare, juste la vérité. J'ai éteint mon téléphone et j'ai marché jusqu'au petit studio d'art que j'avais acheté dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, un espace étroit avec de hautes fenêtres et des parquets usés nichés entre une boulangerie et une boutique vintage. C'était à moi, payé avec le premier transfert de la fiducie de grand-père. À l'intérieur, j'ai ouvert la dernière enveloppe du coffre marqué Commencer ici. Elle contenait un croquis de l'aménagement du studio de la main de grand-père, une licence commerciale à moitié remplie pour Lefèvre Design, et une lettre où 4 mots ressortaient, soulignés, disant de créer ce qu'ils ne peuvent pas détruire. Je me suis assise sur le sol, le poids de tout, la perte, la trahison, la victoire s'installant autour de moi. Ce n'était pas une question de vengeance ou même de justice. C'était une question de construire quelque chose de nouveau, quelque chose à moi. Cette histoire nous rappelle avec force que l'identité d'une personne ne peut pas être effacée par de simples documents administratifs ou par la cupidité de ceux qui pensent tout contrôler. Le parcours de Camille, entre Bordeaux et Nantes, illustre parfaitement la résilience nécessaire pour s'opposer à une famille toxique qui utilise l'argent comme un outil d'oppression. Ce qui est fascinant ici, c'est la prévoyance du grand-père Charles.
Il ne s'est pas contenté de léguer une fortune, il a légué une stratégie de défense, comprenant que la vérité a parfois besoin d'un bouclier juridique pour survivre. En France, où les histoires de succession familiale sont souvent complexes et ancrées dans des traditions séculaires, voir une jeune femme reprendre son destin en main de cette manière est profondément inspirant. Elle ne choisit pas la vengeance destructrice, mais la reconstruction créative dans son studio des Chartrons. C'est une victoire de l'art sur le droit pur, de l'émotion sur la froideur des chiffres. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà eu un membre de votre famille qui a cru en vous envers et contre tous, même quand vos propres parents vous tournaient le dos ? Comment auriez-vous réagi si vous aviez découvert que votre propre famille avait tenté de vous faire déclarer légalement décédé pour s'emparer de vos biens ? Partagez vos réflexions et vos expériences en commentaire, j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous sur cette incroyable leçon de vie.